pays éteint. J'ai fait beaucoup de vidéos, où je parle de pays qui n'existent plus. J'ai peut-être même mentionné quelques-uns que j'entendrai ici, mais je n'ai jamais fait cela concernant une région spécifique, pays actuel. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo, comprendre quels pays existaient dans la zone où les États-Unis se trouvent maintenant. Pourquoi ils ont été créés, et pourquoi ils ont finalement été détruits. Si la vidéo se passe bien, je peux faire cela pour d'autres pays. Aussi, il y avait au moins 12 à 13 pays qui existaient dans le territoire actuel des États-Unis. Certains ont été incorporés en tant qu'État, d'autres ont simplement été pris et détruits. Certains étaient des nations autochtones, d'autres des colonisateurs, et certains étaient de sérieuses tentatives d'établissement de nations souveraines, tandis que d'autres n'ont duré que quelques mois à la suite d'un événement historique. Alors, énumérons d'abord quels étaient ces pays temporaires. Il s'agissait de la République du Vermont, de Deseret, de l'État de Muskogee, des républiques de Floride de l'Est, de l'Ouest et des Florides, de la Confédération iroquoise, de la nation Cherokee, de la République du Ruisseau Indien, du Texas, de Californie, de la Grande République de Rough and Ready et du Royaume d'Hawaï. Tout d'abord, la République du Vermont, qui a existé de 1777 à 1791. L'État a été fondé lorsque des délégués de 28 villes, insatisfaits de la gouvernance britannique, se sont réunis et ont déclaré leur indépendance des colonies du Québec, du New Hampshire et de New York. Jamais reconnue par d'autres nations, la République du Vermont, aussi appelée République du Nouveau-Connecticut ou République des Montagnes Vertes, avait sa propre monnaie, le Vermont Copper. Les États-Unis n'ont pas reconnu leur indépendance à cause de différends territoriaux avec New York. Ils ont ensuite essayé de rejoindre le Québec, ce que les Britanniques ont accepté, et étaient prêts à récompenser généreusement. Mais comme les Britanniques ont commencé à perdre la lutte contre les États-Unis lors de la guerre d'indépendance américaine, ils ont mis fin aux négociations avec les Britanniques, et ont plutôt commencé avec les Américains pour pouvoir rejoindre l'Union. En réalité, ils étaient très proches de la Révolution américaine. On dit que leur drapeau a été utilisé par les Green Mountain Boys, une force de milice du Vermont, qui soutenait les revendications du New Hampshire et combattait contre les Britanniques. En 1791, il a été admis aux États-Unis en tant qu'État du Vermont, la Constitution et les lois de l'État indépendant continuant à être en vigueur après l'admission. Ensuite, Deseret, qui a pu brièvement se déclarer pays de 1849 à 1850. Mais le but de ses créateurs n'était pas d'être un pays, mais plutôt un État reconnu par les États-Unis. Quand les pionniers mormons se sont établis dans la région en 1847, elle appartenait au Mexique. Initialement, le leader de l'église locale avait l'intention de demander le statut de territoire ou d'État. La proposition englobait presque tout l'Utah et le Nevada actuel, de grandes parties de la Californie et de l'Arizona, ainsi que des parties du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Wyoming, de l'Idaho et de l'Oregon, bien que la zone de contrôle réelle de Deseret n'incluait pas toutes ces régions. Tout en essayant d'être reconnu comme un État, Deseret était en fait une sorte d'État-pays autonome, et les États-Unis n'ont pas vraiment accepté la création de l'État comme le souhaitaient les Mormons. Ils pensaient que c'était trop grand, trop ambitieux, et n'étaient pas trop désireux de confier la gouvernance d'un État entier à une institution religieuse. L'idée de l'unir à la Californie en un seul État a été envisagée, mais en compromis, le territoire de l'Utah a été créé. Sur cette carte, nous pouvons le voir en bleu, comparé aux contours pointillés, qui montrent le territoire que les Mormons voulaient établir comme leur État de Deseret. De plus, l'idée de créer un État basé sur le mormonisme a commencé à s'estomper après l'arrivée du chemin de fer, qui a ouvert le territoire à de nombreux colons non mormons. On rapporte que leur drapeau ressemblait à celui des États-Unis, mais en bleu. Je suppose que la plus grande étoile centrale serait en représentation de leur souhait d'État. Le nom dérive du mot pour abeille dans le livre de Mormon, et dans le drapeau actuel de l'État de l'Utah, nous pouvons toujours voir une ruche en représentation de cet État historique et temporaire. Revenons à la vidéo. Muskogee a existé pendant 4 ans de 1799 à 1803. L'État de Muskogee était une nation souveraine, proclamée située en Floride, fondée en 1799 et dirigée par William Augustus Bowles, un vétéran loyaliste de la guerre d'indépendance américaine, qui a combattu aux côtés des Britanniques, puis a vécu parmi les Muskogee, et envisagé d'unir les autochtones américains du Sud-Est en une seule nation, qui pourrait résister à l'expansion des États-Unis et rester un allié proche des Britanniques. Il envisageait son État comme finissant par englober d'autres tribus comme les Cherokees, les Creeks supérieurs et inférieurs, les Choctaw et les Chickasaw, dans des parties de l'actuelle Géorgie et de l'Alabama. Au départ,
il avait le soutien des Britanniques, qui voulaient en causer autant de désagréments que possible aux Américains. Mais ce soutien a rapidement disparu, et l'État a dû faire face à l'opposition des États-Unis et de l'Espagne. Finalement, le fondateur a été capturé par l'Espagne et leurs forces militaires ont été vaincues par les États-Unis, mettant fin à l'idée de créer une nouvelle nation dans cette région. La Floride de l'Est, de l'Ouest et la République des Florides se trouvaient approximativement dans les mêmes régions, mais à des époques différentes. La Floride de l'Ouest était une république éphémère dans la région occidentale de la Floride occidentale espagnole pendant environ 2 mois et demi, en 1810. Ce territoire a été gouverné successivement par les Français, les Espagnols et les Britanniques. Le conflit portait sur son inclusion dans l'achat de la Louisiane, ce que les Américains affirmaient, et les Espagnols contestaient, l'ayant récupéré des Français auparavant. Il y a eu une grande affluence d'Américains en Floride de l'Ouest au début du XIXe siècle, dont beaucoup étaient des spéculateurs fonciers, impatients de profiter si le territoire rejoignait les États-Unis. Et donc, une révolte a eu lieu, qui a renversé le contrôle espagnol, bien que l'immobilier n'était qu'une des raisons parmi l'insatisfaction envers la règle espagnole. Mais même alors, le soutien était loin d'être unanime, et il y avait des factions concurrentes pro-espagnoles, pro-américaines et pro-indépendance. Les États-Unis n'ont pas reconnu l'indépendance de la Floride occidentale. Le président James Madison a proclamé que les États-Unis devaient en prendre possession, affirmant qu'elle faisait partie de l'achat de la Louisiane. C'est ce qui s'est finalement produit, mettant fin aux perspectives d'une nation indépendante. Puis la Floride orientale, qui existait en 1812. La République de Floride orientale était une république déclarée par des insurgés, majoritairement géorgiens, contre la domination espagnole en Floride orientale. En fait, il semble qu'ils ne voulaient ni indépendance ni État et simplement une annexion totale par les États-Unis, peut-être en tant que partie de l'État de Géorgie lui-même. Initialement, ils étaient sous une mission commandée par le président James Madison, qui voulait qu'ils acquièrent la Floride orientale, mais il souhaitait le faire diplomatiquement. Cependant, de nombreux participants à la mission ont refusé et poursuivi la rébellion, allant à l'encontre de la volonté du président américain. Leur drapeau était blanc avec un soleil bleu chargeant avec une baïonnette. Sous lui se trouvait la devise latine « Salus populi lex suprema », la sécurité du peuple, la loi suprême. Bien que les États-Unis voulaient la Floride, ils ne la voulaient pas ainsi. Et donc, ces insurgés géorgiens ont été vaincus par l'armée américaine elle-même, qui a rendu le territoire aux Espagnols. Néanmoins, ils ont fini par obtenir la Floride, qui a rejoint l'Union en 1845. La République des Florides était un autre pays éphémère dans la région de juin à décembre 1817, pour établir une Floride indépendante, à l'époque encore un territoire espagnol. Le pluriel faisait référence à l'inclusion de la Floride de l'Est et de l'Ouest, qui étaient séparées pendant cette époque. Elle était dirigée par Gregor MacGregor, un aventurier militaire écossais, que certains disent avoir été commissionné par Simon Bolivar, qui a dirigé les révoltes des colonies espagnoles en Amérique pour capturer la Floride de l'Espagne. Mais la seule zone qu'ils aimaient jamais conquise était l'île d'Amelia, hissant le drapeau de la croix verte sur le fort espagnol San Carlos. Mais alors qu'ils se rebellaient contre les Espagnols, c'étaient les États-Unis qui les ont vaincus, craignant leur dangerosité. Et ainsi, le président Monroe a ordonné aux États-Unis, marine, de mettre fin à cela. Puis la Confédération iroquoise. On pense que la Confédération iroquoise a été fondée par le grand pacificateur à une date inconnue, estimée entre 1450 et 1660, réunissant 5 nations distinctes dans la région des Grands Lacs du Sud. Il n'y avait pas d'identité nationale principale car chaque territoire avait sa propre langue, mais ils partageaient une identité autochtone commune, essentiellement une confédération de 5 tribus, qui se sont unies pour former une sorte de pays. D'est en ouest, la Ligue était composée des nations Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca. En 1722, les Tuscaroras ont rejoint la Confédération, qui est devenue connue sous le nom des 6 nations. Les colons français, néerlandais et anglais ont reconnu la nécessité de gagner la faveur du peuple iroquois, qui occupait une portion significative de terre à l'ouest des colonies. Ils étaient importants, puissants, et donc reconnus comme tels. Les Iroquois sont restés un grand pays amérindien, politiquement uni jusqu'à la Révolution américaine. À ce moment-là, ils se sont divisés. Les Oneida et les Tuscaroras se sont alliés aux Américains, tandis que les autres nations, dont les Mohawks, ont combattu aux côtés des Britanniques. Suite à la victoire américaine, les Britanniques ont cédé le territoire iroquois sans consultation, forçant de nombreux Iroquois à quitter leurs terres pour le Canada. Et le pays a donc été effectivement détruit, son territoire devenant une partie des États-Unis nouvellement indépendants. Un autre pays autochtone était la nation Cherokee, de 1794 à 1907.
C'était un gouvernement tribal autonome, légal et reconnu en Amérique du Nord. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les raisons de l'établissement de cet État spécifique par les Cherokees, mais à la fin du XXe siècle, ils se sont réorganisés, instaurant un gouvernement souverain. Il a été dissous, après que ses droits fonciers aient été éteints, avant l'admission de l'Oklahoma en tant qu'État, et donc nous comprenons qu'il était situé autour de cette zone, comme nous pouvons le voir sur la carte. Vers la fin du XIXe siècle, le Congrès a adopté la loi Dawes, visant à encourager l'assimilation, mettre fin au gouvernement et revendications territoriales indiennes, en vue de l'admission de l'Oklahoma comme État en 1907. Découvrons un pays méconnu, la République du Ruisseau Indien, qui a existé de 1832 à 1835. C'était une république non reconnue en Amérique du Nord, le long de la section de la frontière qui divise l'actuelle province canadienne du Québec de l'État américain de New Hampshire, comme le montre la zone verte sur cette carte. Son établissement en tant que nation indépendante était essentiellement le résultat de la frontière ambiguë entre les États-Unis et le Bas-Canada britannique, tel que défini dans le traité de Paris de 1783. Le traité ne spécifiait pas ce qu'était la frontière, et donc, la zone n'était définitivement sous la juridiction ni des États-Unis ni du Canada. Et donc, les gens qui y vivaient sont devenus saturés et fatigués de l'incertitude, et à un moment donné, ont décidé de se gouverner eux-mêmes, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Leur déclaration d'indépendance stipulait que les personnes habitant le territoire s'accordent mutuellement pour se constituer en un État libre, souverain et indépendant, jusqu'à ce que nous puissions déterminer à quel gouvernement nous appartenons réellement. Finalement, il a été annexé par le New Hampshire, et pour autant que je sache, il n'y avait pas de drapeau car il n'y avait vraiment pas d'identité nationale à représenter, et l'indépendance n'était qu'un besoin temporaire des habitants locaux. Parlons de deux républiques bien connues pour leur indépendance, le Texas et la Californie, qui se sont tous deux affranchis de la domination mexicaine. Le Texas était indépendant de 1836 à 1846 soit 10 ans, une durée plus longue que la plupart des autres États sur cette liste, à l'exception des nations autochtones. Avant son indépendance, le Texas appartenait au Mexique. Cependant, les personnes qui y vivaient étaient principalement des colons américains, surpassant en nombre les Mexicains de beaucoup. Les tensions ont monté quand des discours de sécession ont émergé. L'État mexicain a renforcé sa présence militaire, menant à une escalade de la situation. Les hostilités ont éclaté en 1835 avec la bataille de Gonzales, et en 1836, l'indépendance a été déclarée et conquise, malgré le fait que les Mexicains ne l'ont jamais reconnue. La politique interne de la République était divisée entre deux factions, les nationalistes, qui prônaient l'indépendance continue du Texas, l'expulsion des Amérindiens, et l'expansion du Texas jusqu'à l'océan Pacifique, revendiquant même la Californie, et leurs opposants, qui prônaient l'annexion du Texas aux États-Unis et une coexistence pacifique avec les Amérindiens lorsque cela était possible. Ces derniers ayant pu mettre en œuvre leur plan, et en 1845, il a été annexé par les États-Unis. Le premier drapeau de la République était le drapeau Burnett, une seule étoile dorée sur un champ azur, suivie de l'adoption officielle du drapeau Lone Star en 1839. La République de Californie, aussi appelée République de l'Ours, était un État sécessionniste non reconnu du Mexique qui contrôla militairement une partie de l'actuelle Californie pendant 25 jours en 1846. En juin 1846, 33 immigrants américains en Alta Californie se sont révoltés contre le gouvernement mexicain. Les responsables mexicains craignaient une guerre imminente avec les États-Unis et l'afflux croissant d'Américains en Californie. Et il semble que la rébellion ait été secrètement soutenue par les États-Unis pour préparer une invasion totale. Il semblerait qu'il n'y ait jamais eu de réelle volonté d'indépendance, mais plutôt d'autonomie au sein des États-Unis. Une autre chose qui pointe vers cette idée est que les rebelles n'ont élu que des officiers militaires, mais aucune structure civile officielle n'a jamais été établie. Même cette structure militaire a ensuite été intégrée aux États-Unis. L'armée juste avant que le territoire ne soit incorporé aux États-Unis. Leur drapeau présentait une silhouette d'ours grizzly de Californie, qui est devenu connu sous le nom de drapeau de l'ours, et a plus tard servi de base pour le drapeau officiel de l'État de Californie, qui porte toujours le texte disant « République de Californie ». Celui avec l'un des noms les plus étranges que j'ai vus était la Grande République de Rough and Ready, qui existait en l'an 1850, essentiellement une seule ville en Californie qui cherchait à être indépendante. Leur nom provient d'une compagnie minière, originaire du Wisconsin mais présente en Californie en raison de la ruée vers l'or. La compagnie était connue sous le nom de Rough and Ready Company, nommée d'après le général Zachary Taylor, dont le surnom était précisément Old Rough and Ready, et il venait d'être élu 12e président des États-Unis. Le chef de l'entreprise avait servi sous Taylor lors d'une guerre en 1832, et l'a donc nommé d'après lui.
La ville a déclaré sa sécession de l'Union en tant que Grande République de Rough and Ready, le 7 avril de 1850, principalement pour éviter les taxes minières, mais elle a voté pour rejoindre l'Union moins de 3 mois plus tard. Leur drapeau peu original arborait simplement son nom sur un fond bleu foncé. Et enfin, le royaume d'Hawaï. Le royaume hawaïen était un État souverain, situé dans l'archipel hawaïen. Il a été formé en 1795 lorsque le chef guerrier Kamehameha, le grand de l'île indépendante d'Hawaï, a conquis les îles indépendantes environnantes. Le royaume a été reconnu par les principales puissances européennes et a utilisé les drapeaux britanniques et américains comme inspiration pour leur drapeau national, aujourd'hui le drapeau d'Hawaï. Le royaume a été renversé en 1893 principalement par le comité de sécurité, composé de résidents étrangers, d'origine américaine, britannique et allemande. Hawaï a brièvement été une république indépendante jusqu'à son annexion par les États-Unis, en 1898. Environ 100 ans plus tard, en 1993, les États-Unis se sont excusés auprès des Hawaïens, reconnaissant que le renversement du royaume avait impliqué des agents américains et que le peuple hawaïen n'avait jamais renoncé à sa souveraineté par un vote. Mais l'indépendance des îles est révolue, et il n'y a aucun mouvement pour la récupérer, comme c'est le cas pour tous ceux sur cette liste. Donc voilà les pays, ou du moins certains des pays qui existaient, à l'intérieur des États-Unis, ou plutôt là où les États-Unis existent maintenant. Y a-t-il d'autres pays qui existaient sur ce territoire, puis qui ont été détruits, et donc qui n'existent plus? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ainsi que toute correction d'erreur que vous auriez pu remarquer, des informations supplémentaires que vous pourriez avoir, ou simplement votre opinion générale. Merci pour 600 000 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À la prochaine pour plus de connaissances générales. Au moins c'est quoi votre chien?